Je suis sur un pont. Le pont le plus célèbre de toute l'épopée bourguignonne. L'effrayant, le fatal, l'incontournable pont de Montereau. Oui, bien sûr, chères auditrices, chers auditeurs, vous qui avez écouté la première saison de ce podcast et lu Les Téméraires, vous savez ce qui s'y passe le 10 septembre 1419. C'est ici que Jean sans peur se fait fendre le crâne et achever comme un chien. Cette scène a déjà tourné des centaines de fois dans ma tête, en écrivant mon livre, en préparant mes podcasts et spectacles, et maintenant encore en vous parlant. Je la revois, image après image, seconde après seconde, jusqu'au moment fatal, celui où tout bascule. Mais comment a-t-on pu en arriver à cette fin atroce de Jean sans peur ? Je vais vous l'expliquer dans un instant, mais avant cela, venez, rejoignez-moi sur ce pont. D'accord ? Ce n'est plus le même. Ce n'est plus le pont en bois de 1419. Aujourd'hui, c'est un pont en béton, un pont où passent des camions. Mais le décor, lui, n'a pas changé. La délégation bourguignonne d'un côté, la délégation française de l'autre. Je les vois maintenant avancer sur le pont, avec Jean sans peur qui marche droit vers sa mort. Depuis le pont, je regarde l'eau. Et de l'eau, ici, ce n'est pas ce qui manque. La première chose que j'aperçois en contrebas, c'est la Seine. Mais en même temps, juste un peu plus loin, sur la gauche, je vois l'Yonne, la rivière qui vient se jeter dans la Seine, le fleuve. Ici, l'Yonne devient la Seine. Enfin, pas tout à fait, car selon les géographes, il y a là une erreur. Quand deux cours d'eau se rejoignent, lequel garde son nom ? Celui qui a le débit le plus fort. Or, dans ce cas précis, ce ne serait pas la Seine, mais bien l'Yonne. On devrait donc appeler la Seine l'Yonne. Ce qui impliquerait de corriger toute la carte de France et surtout d'adapter la littérature française. Car combien de fois la Seine n'a-t-elle pas été célébrée, chantée, glorifiée ? Pensez par exemple à ce poème devenu un classique de Guillaume Apollinaire, Le Pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la peine. Ces vers ont été mis en musique, repris, transformés des centaines de fois. Mais tout cela devrait donc être réécrit, car cela devrait devenir « Sous le pont Mirabeau coule l'Yonne ». Évidemment, il faudrait aussi adapter tout le schéma de rime. Heureusement, Jacques Roubaud, l'un des plus grands poètes français, s'est acquitté de la tâche à bras-le-corps. Et sa version sonne ainsi. Sous le pont Mirabeau coule l'Yonne, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la ponne. Il ne faudrait donc pas seulement transformer la poésie, mais la langue française elle-même. C'est un pont où Jean sans peur fut assassiné, mais si l'on n'y prend pas garde, c'est aussi ici que la poésie française, la géographie et même la langue française risquent de ne pas s'en remettre. Sur les traces des Téméraires, dans les bottes des Ducs de Bourgogne, avec Bart Van Loo. Comment, pour l'amour du ciel, a-t-on pu en arriver là, Jean sans peur, assassiné de sang-froid ? Pour comprendre, je dois remonter un peu le temps. Car au bout du compte, c'est Jean sans peur lui-même qui a mis le feu aux poudres dans toute cette affaire. Tout commence en 1407 à Paris. D'ailleurs, lorsque nous étions ensemble dans la capitale française, je vous ai déjà raconté comment, en plein jour, dans les rues de Paris, notre duc fait assassiner son ennemi. Louis d'Orléans, le frère du roi de France.
Pourquoi Jean sans peur fait-il cela? Parce qu'il a perdu de son influence à la cour, parce que c'est de la politique dans ce qu'elle a de plus brutal, du pouvoir, rien que du pouvoir. Il sent, Jean, le sable lui glisser, le sable du pouvoir, lui glisser entre les doigts. Il veut être aussi puissant que son père, Philippe le Hardi, mais ce n'est plus possible. Il n'est pas le roi, ni son frère, il n'est que le neveu du roi. Alors il tente malgré tout de reconquérir cette grandeur bourguignonne perdue, quitte à franchir l'irréparable, quitte pour cela à faire supprimer le frère du roi. Quand on découvre qu'il est derrière le complot, qu'il tire les ficelles, qu'il a tout orchestré, c'est le début d'une guerre civile terrible, la guerre entre Armagnac, les Français, et les Bourguignons. Une guerre qui, pas à pas, conduira à ce qui se joue ici sur le pont de Montreux. Car une fois le meurtre commis, une fois le sang versé, la mécanique est lancée et elle ne s'arrête plus. Un an plus tard, en 1408, après l'assassinat du frère du roi par les hommes de Jean sans peur, les partisans des Orléans décident de rendre coup pour coup. Ils envoient un tueur à gages. Objectif, éliminer Jean sans peur à Gand, à la cour des princes. Le tueur est flamand. Il s'appelle Annequin de Menon-Pieterson, autrement dit Janneke van Pieterson. Janneke qui est le fils de Pierre. Bon, il part, l'arbalète à la main, déterminé pour abattre Jean sans peur et son épouse Marguerite de Bavière. Mais l'attentat échoue à la dernière minute, in extremis. Janneke van Pieterson est arrêté, jeté en prison, enfermé au château de Singelberg à Beveren, pas loin d'Anvers, où l'on peut encore voir les derniers vestiges du château où Janneke Hennequin a été détenu et où il sera exécuté par le bourreau d'Anvers. Ensuite, son corps sera démembré. Je résume. 1407. Une attaque réussie, le duc d'Orléans est assassiné. 1408, une attaque manquée, Jean sans peur échappe de peu à la mort. Et cela nous mène à 1409, l'année où, malgré tout, on tente une réconciliation. Autant vous dire tout de suite, ce n'est que la première d'une longue série, mais celle-ci mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle est d'une violence silencieuse, terriblement poignante. Nous sommes à Chartres, le 9 mars 1409. Dans la cathédrale de Chartres, que nous avons sans doute tous vue ou que nous rêvons de voir, d'ailleurs si vous y allez, pensez à ce qui s'y joue ce jour-là, face à face, d'un côté Jean sans peur, l'homme qui a commandité le meurtre, de l'autre le fils de la victime, Charles d'Orléans. 15 ans à peine, l'héritier légitime d'Orléans, un adolescent en deuil. Et, figurez-vous, on lui demande, non, on l'oblige à sacrifier son chagrin sur l'autel de la raison d'État. On le force à accorder son pardon au meurtrier de son père, à lui dire, les yeux dans les yeux, que tout cela est désormais normal, acceptable, réglé. Et Charles obéit. Il jure de respecter les engagements pris lors des négociations, mais il le fait, le visage noyé de larmes. Il pleure. À Chartres, ce jour-là, on voit très concrètement ce que la soif du pouvoir et la raison d'État fait aux êtres humains. Un enfant contraint de pardonner au responsable de la mort de son père. Autant dire que l'affaire n'est pas réglée. Cette réconciliation, ce n'en est pas une. Et si moi j'avais été à la place de Charles d'Orléans, après avoir dû acquiescer ainsi en pleurs face à Jean sans peur, j'aurais senti en moi une colère encore plus vive, une frustration brûlante. Et c'est exactement ce qui s'est produit.
À partir de là commence un véritable jeu du chat et de la souris entre les Orléans, disons la France, et la Bourgogne. Charles d'Orléans épouse une Armagnac et c'est pour cela, je le précise à toute fin utile, que ce camp français est très souvent désigné par les historiens sous le nom des Armagnacs. Les Armagnacs, les Français d'un côté, les Bourguignons de l'autre. Et la guerre ne s'arrête plus. S'ensuivent des luttes incessantes, le siège d'une ville bourguignonne, puis celui d'une ville française. Tantôt les uns ont le pouvoir, tantôt les autres. Un jour, Jean sans peur domine Paris, le lendemain ce sont les Armagnacs. C'est un jeu du chat de la souris, mais un jeu meurtrier. Un jeu où le sang monte, millimètre par millimètre, le long des façades des maisons parisiennes. Vous voyez ce ballet incessant de « je t'aime moi non plus », de bains de sang, de réconciliation forcée et de nouvelles trahisons. Tout cela commence en 1407, continue en 1408, en 1409, puis on avance lentement, 1410, 11, 12, et puis on passe par Azincourt, 1415. Et là, il faut s'arrêter un instant, parce que Azincourt, c'est capital. Azincourt, c'est la victoire anglaise sur la fine fleur de la chevalerie française. Un traumatisme. Je vous l'ai raconté depuis le champ de bataille lui-même, comme si nous y étions. Pendant que Bourguignon et Armagnac se massacrent, l'Angleterre frappe. Et Azincourt n'est pas une parenthèse, c'est un avertissement. Et pourtant, la guerre civile continue. Ces Anglais, c'est un facteur essentiel. Ils ont parfaitement compris une chose. Pendant que Français et Bourguignons s'égorgent, eux ont pratiquement quartier libre. Quand deux chiens se disputent un os, le troisième l'emporte. Et ici, ce troisième chien, c'est l'Anglais. Un chien de guerre, un terrier hargneux, non, un bulldog qui ne lâche plus, pire encore, un pitbull avant la lettre. En 1419, enfin, le danger devient impossible à ignorer. Les Anglais débarquent à nouveau en Normandie, ils marchent sur Paris, ils peuvent avancer vers Paris presque en sifflotant. Toutes les sonnettes d'alarme se mettent à retentir, côté français, côté bourguignon. Autant la haine est viscérale entre eux, autant une évidence s'impose. Ils n'ont plus le choix, car au loin se profile un ennemi qu'ils détestent encore davantage. Il faut s'unir. Et donc, que se passe-t-il en 1419 ? Ils décident d'organiser une conférence de paix. Et cette conférence aura lieu sur un pont. Ce pont, chère auditorice, c'est le pont de Montreux. Et c'est là, précisément là, que nous nous trouvons. Nous sommes le 10 septembre 1419. Devant nous, les deux délégations. D'un côté, les Français, les Armagnacs, conduits par le dauphin, le futur Charles VII. Charles VII, vous le savez, l'homme qui plus tard, au bord de la défaite, sera sauvé par Jeanne d'Arc. Mais pour l'instant, il n'est encore que le prince héritier, le dauphin, comme on dit. Il se tient à une extrémité du pont, entouré de ses hommes. De l'autre côté, la délégation bourguignonne, menée par le duc de Bourgogne, Jean sans peur. De part et d'autre du pont, on ouvre les portes, et les deux délégations s'avancent lentement, mais sûrement, l'une vers l'autre. Elles se rencontrent, là, au milieu du pont, et c'est à cet instant précis que je me dis « j'aurais voulu être là ». Mais regardez, j'y suis. J'ai remis ma tenue médiévale, j'ai chaussé mes téméraires poulaines, car moi je sais, j'ai ce pouvoir étrange, celui du voyageur dans le temps. Je sais ce qui va se passer. Et je veux avertir Jean sans peur, lui dire qu'il ne vient pas à une conférence de paix, mais à un guet-apens. Je veux le retenir, je lui tends la main, mais il passe à travers moi.
Je suis condamné à n'être qu'un témoin. Alors, j'accepte ce rôle. Je me retourne et je suis Jean sans peur. À ses côtés marche Archambaud de Foix, l'un de ses proches. Avec eux, quelques autres bourguignons. En face, je vois le dauphin. Je le reconnais d'emblée à son chaperon pointu. Et derrière lui, un homme. Son nom seul me donne froid dans le dos. Je sais ce qu'il va faire dans un instant. Tanguy du Châtel. Je l'entends parler. Et si je peux l'entendre, c'est aussi grâce aux documents d'époque récemment exhumés qui décrivent avec précision ce qui s'est passé ici. Ces mots sont simples, polis. « Venez, monseigneur de Bourgogne, le dauphin vous attend. » Jean sans peur le regarde. Il sait que ce Tanguy du Châtel, que c'est un homme de guerre, un dur, un dangereux. Mais Jean sans peur est aussi un politique avide de pouvoir. Et sur le moment, il se dit qu'un homme comme celui-là pourrait être utile plus tard. Alors, il adopte une posture de confiance. Et il dit, pas à moi bien sûr, car je ne suis qu'une ombre invisible, il dit à Archambaud de Foix, « Voici quelqu'un en qui j'ai confiance. » Et pour appuyer ces mots, je vois le geste. Et à cet instant précis, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il le fait. Il pose amicalement la main sur l'épaule de Tanguy du Châtel. Le dauphin est juste à côté, appuyé contre le garde-corps du pont. Jean s'agenouille devant lui. C'est un vrai chevalier, Jean. Il s'agenouille et il dit « Sire, Monseigneur le dauphin, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire la paix avec vous et pour bouter les Anglais hors du royaume. » Le dauphin lui répond « Vous dites bien, cousin. » En effet, cousin, et c'est bien cela qui rend cette histoire si tragique, cette dimension dynastique, familiale. Elle rend le sang plus épais, la violence plus intime, la trahison plus perfide. Le dauphin ajoute « Beau cousin, vous dites si bien qu'on ne pourrait mieux dire « Levez-vous ». Jean sans peur s'exécute, il se redresse et à cet instant précis, il sent s'abattre sur lui la hache de la trahison. Elle se plante dans son épaule. Cette hache, je le savais, celle de Tanguy du Châtel. Jean sans peur tombe, gravement blessé. Il regarde Tanguy. Il le regarde les yeux écarquillés, effarés. Tanguy, l'homme dont il pensait pouvoir se servir un jour, et tout ce qu'il reçoit en réponse, ce sont ces mots criés. « Tuez ! Tuez !» Et là, tout se dévoile d'un coup. Le chat sort du sac, le diable jaillit de sa boîte, les épées quittent leur fourreau. On découvre alors que la barrière du côté bourguignon a été refermée, piégée. Du côté français, en revanche, elle est grande ouverte, et soudain, tout un groupe de soldats se rue sur le pont. Hachette, épée, armure étincelante sous le soleil de Montreux. Archambaud de Foix tente quelque chose. Oui, il essaye. Il s'interpose pour protéger Jean sans peur. Dans la confusion, Jean lève la main pour se protéger de ses assaillants. Le deuxième coup porté est terrible. La hache lui sectionne la moitié de la main. Archambaud se jette devant son maître. Il reçoit les coups, mais mortellement blessé, il est mis hors de combat. Alors arrive un dernier homme. Un homme en noir. Il s'approche, il s'agenouille près de Jean sans peur. Jean tente encore, une dernière fois. Il contracte ses muscles, les abdominaux, le dos. Il essaye de se redresser. Ultime effort, ultime sursaut de vie. Mais l'homme en noir le transperce d'un coup d'épée fatal. Ceux qui sont encore en vie sur le pont entendent Jean sans peur rendre l'âme dans un dernier râle. Nous sommes toujours le 10 septembre 1419. Jean sans peur gît sur le pont.
Et la question que je me pose, moi, voyageur dans le temps, et que vous vous posez peut-être aussi, c'est qu'advient-il de son corps? C'est exactement la même question que se pose son fils, Philippe le Bon, quelques jours plus tard, lorsque l'on frappe à sa porte à Gand, in het Prinsenhof, à la cour des princes. Philippe est là, à Gand, parce que son père l'y a envoyé. Jean sans peur l'a dépêché en Flandre pour surveiller ces Flamands hyperactifs déjà à l'époque. Une sorte de formation sur le tas pour le futur duc. Il doit apprendre ce que gouverner veut dire, voir, comprendre, tenir. Et à ce moment précis, Philippe se trouve en compagnie de son épouse, Michel de France. Et là, je dois vous préciser un détail, enfin un détail. Michel de France est la sœur du dauphin, oui, du même dauphin qui sur le pont de Montreux vient tout juste d'ordonner l'assassinat du papa de son époux. Je vous dis ça simplement pour que vous puissiez imaginer l'ambiance des futures fêtes de famille. Comme je le disais, on frappe à la porte. Entre alors un évêque. Il hésite, il tergiverse, il tourne autour des mots. Mais il ne peut pas s'empêcher de dire que Jean sans peur a reçu un coup de hache sur la tête et qu'en plus, il est mort. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Les deux jeunes gens, à peine une vingtaine d'années, c'est ce que rapportent les chroniqueurs, s'évanouissent. Ils ne peuvent tout simplement pas supporter le choc. Lorsque Philippe le Bon reprend connaissance, la première chose qu'il fait, c'est crier, hurler à sa femme qui a retrouvé ses esprits à elle aussi. « Michel, Michel, ton frère a tué mon père. » Shakespeare peut aller se rhabiller, hein? Et tout cela se déroule à la cour des princes à Gand. Très vite, une autre question s'impose à Philippe le Bon. Et c'est aussi la mienne. Où est le cadavre? Où est la dépouille? Où est le cœur de mon père? C'est ainsi que commence la quête du corps de Jean sans peur, la quête du siège, puis de la prise de Montreux. Il faudrait attendre juin 1420, presque un an, avant que les Bourguignons ne soient en mesure de pénétrer suffisamment loin en territoire tenu par les Français pour atteindre les portes de Montreux. En juin 1420, Montreux est défendu par une petite garnison. 300 hommes fidèles au dauphin. À leur tête, un certain Guillaume de Chaumont. Chaumont était sur le pont de Montreux l'année précédente. Autant dire qu'il est un homme que les Bourguignons, que les téméraires veulent absolument capturer. Le 23 juin 1420, la ville est prise d'assaut. Elle tombe. Mais Chaumont, avec une partie de sa garnison, parvient à s'échapper. Il se replie dans un château au donjon puissant de l'autre côté de la rivière. C'est là que se concentre ce qu'il reste des troupes françaises. La ville est tombée, mais pas le château. Et entre les deux, il y a le pont, ce pont maudit. D'accord, la ville est désormais aux mains des assiégeants, mais il y a un détail crucial que je ne vous ai pas encore donné. Le siège de Montreux n'est pas mené seulement par les Bourguignons. Les Anglais sont là aussi. Aux portes de Montreux, les troupes arrivent. Elles sont menées par Philippe le Bon, mais aussi par Henry V d'Angleterre. La Bourgogne, côte à côte avec l'Angleterre. Nous sommes alors très loin, mais vraiment très très loin de l'idée originelle de Montreux. Cette idée naïve, presque fragile, où Français et Bourguignons devaient faire la paix ici pour lutter ensemble contre l'Angleterre. À cause de cet assassinat, les choses ont basculé. Ici, les Bourguignons combattent désormais aux côtés des Anglais, contre les Français. Et c'est là, au-delà de la boue, du sang et des corps, que se dessine la véritable perspective, la grande, la géopolitique. Et bien sûr, désormais, les Bourguignons et les Anglais veulent aussi s'emparer du château. Le siège continue. Car c'est là que se trouve l'homme qui était sur le pont de Montreux, l'un des sbires de l'assassinat. Un homme qu'il faut absolument capturer. En plein siège, Philippe le Bon, présent en armure, donne un ordre étrange.
Il demande à son confesseur de se rendre à l'église de Montreux, qui se trouve à l'autre bout du pont, en face du château donc. Ce n'est pas un détail anodin. Pourquoi cette question à son confesseur? Parce que Philippe veut savoir une chose, une seule, si le cœur de son père repose dans cette église. C'est cela qui compte le plus pour lui. Pendant qu'il assouvit sa soif de vengeance contre la garnison du château, son confesseur avance, mètre après mètre, vers l'église de Montreux. Cette église est toujours là. Si un jour vous quittez le pont pour vous y rendre, souvenez-vous qu'en ce 23 juin 1420, le confesseur de Philippe le Bon, un certain Laurent Pignon, a emprunté le même chemin avec une seule idée, une seule crainte. Vais-je trouver ou non la dépouille de Jean sans peur dans cette église? Je le vois déjà au loin pousser le portail. Mais pendant ce temps, tournons le regard vers le château. L'étau se resserre, on installe des pontons, on escalade les murailles, on bloque toute fuite par la rivière. On amène l'artillerie par bateau, on tire des boulets de canon. Henry V d'Angleterre va encore plus loin. Il crie aux assiégés depuis le pied des murailles que s'ils ne se rendent pas, il fera exécuter sur l'échafaud, un par un, les 11 prisonniers qu'ils détiennent. 11 hommes, les frères de ceux qui défendent le château, et la menace est mise à exécution. Du haut des remparts, les Armagnacs, les Français, voient leurs frères d'armes mourir en contrebas. Le 1er juillet 1420, Guillaume de Chaumont, le chef des Français, retranché dans le château, ne peut plus tenir. Il capitule, il se rend. Henry V et Philippe le Bon promettent alors d'épargner la vie de tous, sauf, et c'est là qu'apparaît une clause, un amendement terrible qui sera invoqué encore et encore, sauf celle des hommes qui étaient présents lors de l'assassinat sur le pont de Montreux. Chaumont, évidemment, est concerné, mais Chaumont, tel un diable sortant de sa boîte, parvient à s'échapper par la force. Il fuit et il évite l'exécution. D'accord, revenons à notre confesseur, Laurent Pignon. Il est entré dans l'église Notre-Dame de Montreux. Le décor est exactement le même qu'à l'époque. Si vous la visitez aujourd'hui, vous pouvez très facilement vous représenter la scène. Laurent Pignon avance en compagnie de 6 gentilshommes. Il cherche le corps de Jean sans peur. Et Laurent Pignon a peur, une vraie peur au ventre. Le cadavre est-il encore là? Ou bien ces Armagnacs, ces Français, ont-ils fait le pire? L'ont-ils tout simplement jeté dans la Seine? Voilà la question. C'est aussi celle que Philippe le Bon se pose sans cesse pendant le siège de l'autre côté du fleuve. Se pourrait-il vraiment qu'ils aient jeté le cœur de son père à l'eau? Lorsqu'ils apprennent enfin que le duc a été enterré dans l'église, ils ont du mal à cacher leur joie. Oui, de la joie, parce que posséder un cœur, c'est capital. Symboliquement, politiquement et aussi tout simplement humainement, pour pouvoir faire son deuil. Enfin, j'ai dit cela avec des mots d'aujourd'hui, presque comme un enfant de notre époque. Mais au fond, comment, même au XVe siècle, aurait-il pu en être autrement? Le 23 juin 1420, un dimanche soir dans l'église de Montreux. On allume des torches, la lumière qui traverse les vitraux faiblit peu à peu. L'obscurité gagne doucement. Les derniers rayons du soleil s'éteignent et ils creusent, ils piochent, ils fouillent. Et soudain, ils tombent sur un cercueil de chêne. Il est forcé. Et ils reconnaissent immédiatement Jean sans peur. Le compte-rendu de Laurent Pignon nous le dit très précisément. Le cœur de feu mon dit Seigneur, entier, revêtu de son pourpoint, les bras croisés, une main entaillée, le visage en plusieurs endroits détranché et un coup sur la tête. Oui, le corps est là, encore là.
Ils veulent pourtant en être absolument certains, car le temps a fait son œuvre. Le corps est déjà en partie décomposé. Alors ils cherchent une preuve ultime et ils la trouvent. Au niveau du bas-ventre, ils découvrent une ceinture de contention, une sorte de ceinture de soutien. Un détail intime, un secret connu uniquement de l'entourage le plus proche de Jean sans peur. Et il n'y a plus aucun doute, c'est bien lui. Devant Laurent Pignon et les 6 gentilshommes bourguignons se tient le corps de Jean sans peur, jeté dans une simple caisse en bois, sans linceul, sans égard. Un grand prince réduit à cela. Et autour de lui, ils sont là. Tous ceux qui l'ont suivi pendant des années, de Nicopolis à Liège, tout au long de cette terrible guerre civile, jusqu'à ce pont maudit de Montereau. Ils regardent le cadavre de leur Seigneur et ils ne peuvent pas faire autrement que de fondre en larmes. Si un jour vous entrez dans l'église de Montereau, laissez votre regard monter très haut le long d'un des piliers de la nef. Là-haut, vous verrez une épée clouée au mur. On dit que c'est celle de Jean sans peur. Il s'agit sans doute d'une réplique, très probablement, mais j'aime à penser que ce soir-là, on a sorti de la caisse de bois la véritable épée du duc, qu'on a appuyé une longue échelle contre un pilier et qu'on a suspendu cette épée bien en hauteur, hors de portée de toute main, comme un rappel éternel de ce crime abominable. L'épée de Jean sans peur, clouée au mur le 23 juin 1420. 2 jours plus tard, le 25 juin, au matin, on célèbre dans cette même église une messe de requiem. Et cette messe offre à mes yeux une image bouleversante. Tout à l'avant dans le chœur se tiennent 2 hommes. D'un côté, Henry V d'Angleterre, le vainqueur légendaire d'Azincourt en 1415. De l'autre, Philippe le Bon, le futur père fondateur des plats pays, qui sur ce même champ de bataille d'Azincourt a perdu 2 oncles, 2 frères de Jean sans peur, tués par l'homme qui se tient aujourd'hui à ses côtés. Et pourtant, ce jour-là, Henry V et Philippe le Bon sont unis dans le deuil de Jean sans peur. Si vous trouvez notre époque compliquée, essayez donc de passer un instant par les années 1415-20. La dépouille de Jean sans peur est ensuite transportée à la Chartreuse de Champmolles. Vous la connaissez, fondée par Philippe le Hardi, ce monastère mausolée de la dynastie bourguignonne. La première partie du trajet se fait par bateau, puis à cheval jusqu'à Champmolles. Et là, le 11 juillet 1420, après 3 grandes messes, Jean sans peur est inhumé dans la crypte. 500 prêtres venus du duché, du comté de Bourgogne, descendent à Dijon. Et dans toutes les églises de la ville, au même moment, ils célèbrent une dernière fois la mémoire de Jean sans peur. Un siècle plus tard, le roi de France, François Ier, descendra à son tour dans cette crypte de la Chartreuse de Champmolles. Il demandera à voir le corps de Jean sans peur. Le chartreux, le moine présent, ouvre le cercueil et il montre la tête cabossée, fracassée, percée du duc. Et il dit à l'un des plus célèbres rois de France: « Voyez ici, sire, le trou par lequel les Anglais sont entrés en France. » Et c'est en effet exactement ce qui s'est passé. Bien sûr, les Anglais étaient déjà présents en France, mais c'est Philippe le Bon qui fera en sorte que Henry V, Henry V of England, et sa descendance accède de fait au trône de France. Pendant des années, les Anglais seront rois
de France. Pendant des années, ils seront liés par une alliance étroite avec les Bourguignons et tout cela a été scellé ici, sur le pont de Montereau, là où je me tiens encore. Je regarde autour de moi et je cherche. Je cherche une plaque qui dirait au moins ce qui s'est passé ici. Je cherche vraiment, je me penche, je me baisse et tout en bas, cloué sur une dalle, je vois enfin quelques mots seulement. Ils disent que Jean sans peur fut assassiné ici le 10 septembre 1419. Un point, c'est tout. Et je me dis effectivement, c'est tout? Alors je me redresse, et en me redressant, je comprends. Je réalise que tout ce temps, je me tenais dans l'ombre d'une statue gigantesque, une statue équestre de Napoléon Bonaparte. Les Bourguignons, les téméraires, relégués dans un coin obscur tout en bas, et Napoléon dans sa splendeur, qui prend toute la place. L'histoire de France résumée en une seule image. Sur les traces des téméraires, le tour de la Grande Bourgogne. Un podcast La Première, adapté du livre de Bart Van Loo, publié aux éditions Flammarion. Écriture et présentation Bart Van Loo. Réalisation sonore Guillaume Desmet. Production Zoé Boss. Traduction du néerlandais vers le français Catherine Desmet. À découvrir quand vous voulez sur Ovio.